Le premier truc, c'est de se questionner, hein. Effectivement. Après, les mécaniques qui sont employées par les départements marketing pour faire du greenwashing, c'est souvent un peu les mêmes. Que ça soit des labels un peu factices qui reposent sur des référentiels déterminés uniquement par les marques, donc avec des critères qui les arrangent bien, plutôt que des labels publics comme l'écolabel européen ou d'autres, ou même de labels privés qui ont quand même des référentiels solides, genre EcoCert ou d'autres trucs. Donc déjà, c'est déceler un peu ces mécaniques-là. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Rouvière, aka Écolo Mon Cul sur les réseaux sociaux. Pierre Rouvière a écrit avec son ami Barnabé Crespin-Pommier un ouvrage pour nous aider à ne plus se faire avoir par le greenwashing. 14 dilemmes du quotidien sont élucidés pour aller au-delà du bullshit écologique et ne plus être, je cite, un pigeon ou une pigeonne à la merci du marketing. Ce livre raconte l'histoire de votre prochain Noël en famille. Les trajets interminables, les courses pour les repas, le déballage des cadeaux. Mais cette année, votre conscience écologique a franchi un cap et vous souhaitez faire votre part. Sauf que vouloir sauver la planète, c'est une chose, mais faire des choix au quotidien pour réduire notre impact sur le vivant, c'en est une autre. Alors, sac plastique ou sac papier ? Voilà le genre de questions auxquelles répondent Pierre et Barnabé. Et bonne nouvelle, si vous souhaitez remporter l'ouvrage Écolo Mon Cul, écoutez cet épisode jusqu'au bout afin de participer au concours. Bonne écoute à vous. Salut Pierre. Salut Jeanne. Comment vas-tu ? Très bien, merci. En ce jour de manifestation. Tout à fait. On a tout de même réussi à se retrouver. Je suis très contente de te recevoir au micro. On avait eu l'occasion de se rencontrer il y a un petit moment pour un voyage en train un peu plus compliqué que prévu. Qui n'a pas abouti. Qui n'a pas abouti, voilà. Je vais te laisser te présenter. Et ensuite, on parlera de ce pourquoi tu es là, à savoir présenter l'ouvrage que tu as coécrit avec Barnabé, dont on parlera un peu plus après. Ouais, du coup, moi, donc en gros, je suis ingénieur, conseiller en éco-conception. J'accompagne des entreprises, en gros, à identifier les enjeux environnementaux qui sont en lien avec leurs activités, leurs produits, leurs services, et je les aide à réduire ces impacts. Et en parallèle de ça, je fais un peu de vulgarisation sur les réseaux. Donc notamment via le compte Insta Écolo Mon Cul, qui a abouti justement sur un livre que j'ai coécrit avec Barnabé Crespin-Pommier, qui est écrivain. Et voilà, en gros, tout simplement. On va revenir sur ta casquette d'ingénieur un petit peu après. Ce compte Instagram et cette volonté de vulgariser, ça fait un moment que tu l'animes, ton compte, ça doit faire plusieurs années maintenant. Depuis 2020. Comment ça t'est venu ? Est-ce que c'était parce que dans ton entourage, on te posait souvent des questions et t'as eu envie, besoin d'y répondre, ou t'en avais un peu marre des bullshit, des discours un peu bullshit, des campagnes de pub complètement dénuées de sens, greenwashing à fond ? Comment ça t'est venu et pourquoi Insta ? Comment c'est venu ? Je pense la réflexion était là depuis un petit moment, depuis que je fais ce métier en fait, puisque je suis dans le métier de calculer l'impact environnemental de plein de trucs et on remarque assez vite quand on fait des ACV qu'il y a énormément d'idées reçues dans la société aujourd'hui, notamment vis-à-vis de ce qui est écologique ou pas, de ce qui est impactant ou pas. Et je le voyais à la fois sur les réseaux, mais aussi dans mon entourage proche. Et après le déclic de vraiment lancer le compte, ça c'est venu après avoir quitté mon ancien travail. Donc je faisais ça dans une agence et maintenant je le fais en tant que freelance. Et j'avais envie de développer justement ce volet-là et de parler non plus à des entreprises uniquement, mais aussi au grand public qui va acheter ces produits pour faire en sorte que les gens soient armés intellectuellement face au discours trompeur et à un peu le bullshit entre guillemets qu'on peut voir à l'œuvre dans la sphère médiatique autour de tous ces produits. Et pourquoi Insta ? C'est un peu un terrain de bataille où il y a à la fois, j'ai l'impression, les consommateurs, consommatrices qui vont acheter des produits, et à la fois les marques qui vont faire leur campagne com et toute leur pub sur Insta. C'est un peu le canal principal où il y a tout le monde, j'ai l'impression. Du coup, pour moi, c'était un bon outil puisque je peux m'adresser un peu
aux deux côtés, donc à la fois aux gens qui sont soumis à ces discours marketing et à la fois aux marques qui font souvent même des erreurs de communication sur ces enjeux-là, quoi. Là, en tant que freelance et ingénieur freelance, tu travailles toujours avec des entreprises qui viennent te voir, qui consultent et font appel à tes services. Dans quel but ? Tu m'avais expliqué quand on avait pris le train ensemble que tu travaillais notamment pour une entreprise qui voulait utiliser des Tupperware consignés, quelque chose comme ça, et que tu devais analyser un peu le cycle de vie du produit pour savoir à partir de quel moment et quel était le point de bascule pour que ce soit plus écologique que du jetable. C'est ce que tu fais encore aujourd'hui ? Ouais, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Cette entreprise, c'était Pixo, c'était quand j'étais encore à l'agence où je travaillais avant. Effectivement, en gros, ils cherchaient à s'attaquer au problème de la vaisselle jetable dans la vente à emporter. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va commander dans un resto, un fast-food ou quoi, on se retrouve avec un sac en papier, plus les barquettes où il y a les trucs à manger. Alors, après, ça dépend les typologies d'emballage selon les restos où on va. Mais du coup, ils cherchaient à s'attaquer à ça et créer une sorte de circuit de consigne où on a des emballages consignés en fait pour la vente à emporter. Et du coup, ça nécessite de mettre un peu de jus de cerveau pour calculer, pour faire une analyse du cycle de vie et voir la réelle pertinence de ce système-là, puisqu'on change complètement de modèle. On va avoir des transports supplémentaires, des hubs de lavage pour nettoyer les contenants qui vont devoir revenir dans les restos. Donc il y a tout un circuit logistique, il faut s'assurer effectivement qu'on y gagne bien en termes d'impact environnemental en lançant un système comme ça plutôt qu'en étant sur du jetable. Voilà. Il y avait une autre partie dans ta question que j'ai oubliée peut-être. Non, c'était tout. Et comment une entreprise derrière, tu vois, comme celle-ci, par exemple, on peut utiliser cet exemple-là, elle, à partir de ton étude, elle sait qu'il faut qu'elle réemploie ses bocaux pendant X temps ou X fois, X clients. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de solution simple, tu vois. Il n'y a pas de choix écologique par excellence. C'est compliqué parfois. Il y a plein de produits comme ça où on se dit, là, par exemple, dans le livre, on prend les sacs en papier, justement, comme exemple, pour les supermarchés. Donc, quand il y a eu la loi AGEC, ou même c'était avant la loi AGEC, je crois, qu'ils ont interdit les sacs plastiques dans les supermarchés, la solution que toutes les enseignes ont trouvée, c'est de remplacer ça par des sacs en papier. Sauf qu'en fait, un sac en papier, au regard du volume de courses transportées, il va nous falloir beaucoup plus de matière pour avoir un sac assez résistant. Ça va nécessiter plus d'énergie, on va émettre plus de gaz à effet de serre, on va consommer plus d'eau. Et au final, sur toute une série d'indicateurs, on va voir que c'est plus impactant un sac en papier jetable que le sac en plastique jetable qu'on a supprimé. Donc en fait, ça, c'est une fausse bonne idée d'avoir fait ça. Et donc au moment où ils ont adopté ce texte, en fait, il n'y a pas eu d'analyse de cycle de vie qui ont été réalisées ou de bonnes analyses de cycle de vie qui ont été réalisées. Peut-être qu'il y en a eu, mais il y a peut-être un gap aussi entre les ingénieurs qui vont faire des analyses de cycle de vie et derrière les politiques qui vont prendre ces décisions et qui n'ont pas forcément le recul critique nécessaire pour faire les choix les plus éclairés. Mais effectivement, là, pour ce qui est des courses, on remarque que la solution la plus pertinente, au final, ça peut être quelque chose en plastique, mais réutilisable. Donc, typiquement, les espèces de sacs cabas en polypropylène tissé. Donc, ça, c'est nickel. Et on rentabilise l'impact environnemental du sac en 5-6 fois, 6 passages en caisse, quoi. Donc, ouais. Oui, puis ça reste quand même des sacs plus ou moins increvables. Justement, c'est exactement ce qu'on retrouve dans ton livre. Tu prends cet exemple. Vous essayez de répondre à 14 questions qu'on peut se poser lorsqu'on entame sa transition écologique ou en tout cas on a envie de s'intéresser à ces sujets-là. Néanmoins, c'est ce qu'on disait avant d'enregistrer l'épisode, c'est pas du tout un bouquin pour les ingénieurs. C'est un bouquin qui garde le même ton humoristique que ce que tu fais toi sur ton compte Instagram. J'aurais aimé déjà que tu nous parles un peu de la rencontre avec Barnabé, avec qui tu as coécrit ce bouquin. J'aurais adoré qu'il puisse être avec nous aujourd'hui, ça aurait été très chouette. Mais voilà, que tu nous parles de la rencontre et comment après toi tu as pensé cet ouvrage. Donc il y a ces 14 questions évidemment, mais il y a aussi en amont toute une phase assez explicative où tu remets dans le contexte. Vous dites, et j'ai trouvé ça très intéressant, votre note d'intention, c'est vous apporter un prisme de lecture qui alterne entre micro et macro, entre les petits gestes et les changements sociétaux. Et la première partie de l'ouvrage, c'est tout à fait ça, c'est pour prendre conscience. Vous parlez des sargasses, de la déforestation, du soja. Voilà, comment vous avez pensé ce livre ensemble, toi avec tes connaissances et tes compétences d'ingénieur
et de vulgarisateur aussi quelque part, et Barnabé plutôt avec sa plume pour garder quelque chose d'accessible à toutes et tous, je pense. Ouais, bah effectivement, déjà Barnabé c'est un ami de base qui est écrivain effectivement de formation, et bah je sais pas, peut-être qu'il y a une petite partie syndrome de l'imposteur où je me sentais pas légitime d'écrire un livre tout seul. Donc ça je ne le nie pas. Donc c'était plus rassurant en tout cas d'avoir quelqu'un à mes côtés pour réaliser ça. Et Barnabé c'est quelqu'un de génial et de très talentueux d'ailleurs. Après effectivement quand on s'intéresse à ce problème, on va se confronter en fait à la complexité du monde dans lequel on vit. Donc c'est un peu ce que tu expliquais au début, avec les sargasses. On prend cet exemple de quelqu'un qui mange un burger à Paris et qui indirectement va contribuer à la prolifération des sargasses en Guadeloupe, ce qui peut paraître fou, mais quand on regarde un peu toute la chaîne de valeur qui va mener à faire le steak qu'on retrouve dans son burger, en fait on se rend compte qu'effectivement on peut contribuer à ce genre de pollution. Et le truc c'est que quand on se heurte à la complexité, souvent il faut aborder le problème aussi avec cette complexité-là et un peu poser les lunettes d'ingénieur, en tout cas dans mon cas, pour essayer de comprendre le problème avec le prisme de lecture d'autres domaines de compétences. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de faire dans le fond. Donc du coup, en rentrant en gros par la porte de l'impact environnemental, qui est un peu mon métier, pour en gros donner une introduction sur ces dilemmes. Mais derrière, en allant explorer plus loin de quoi il en retourne en termes de société. Donc typiquement pour la voiture, comment ça se fait qu'aujourd'hui on est dans une société où la voiture prédomine, où si t'as pas de bagnole, t'es limite handicapé. Comment ça se fait qu'on soit dans une société où on mange énormément de viande, surtout en Europe occidentale et dans les pays occidentaux, alors qu'on sait très bien que c'est très impactant, que ça va générer une quantité énorme de gaz à effet de serre, que c'est pas forcément bon pour la santé, que tous les indicateurs sont au rouge et pourtant la consommation tend à augmenter, en tout cas à l'échelle mondiale. Et on essaye d'interroger un peu ces choses-là, mais du coup, juste le regard de l'ingénieur qui fait de l'analyse de cycle de vie, ça suffit pas pour comprendre ces problèmes. Donc on a essayé de faire ça à la fois dans des chapitres un peu d'ouverture, où on va piocher et s'inspirer, se nourrir d'écrits de sociologie, d'anthropologie, pour justement explorer ces thématiques. Et même sur la forme, en fait, on n'avait pas envie que ce soit un livre fait par un ingénieur pour des ingénieurs, où c'est fastidieux à lire, c'est très intéressant, mais en même temps... faut s'accrocher pour terminer le bouquin. On avait vraiment envie que ce soit une décomplexification en tout cas du sujet, mais sans simplifier. Donc il y avait vraiment cet enjeu de vulgarisation. Alors est-ce que c'est réussi ou pas, je sais pas. Ça l'est. Merci. Mais du coup il y avait cet enjeu de rendre ça vraiment digeste et accessible au plus grand nombre, parce que je pense que c'est des problèmes qui nous touchent tous. Parce que ça c'est aussi une des facettes de l'analyse de cycle de vie, c'est que rien n'est tout noir ou tout blanc, et ça dépend énormément en fait de plein de facteurs. Et c'est là aussi où il y a cette complexité à la fois du côté de l'impact environnemental, où en fait selon l'usage l'impact sera différent, selon la manière dont le produit est fabriqué l'impact sera différent, selon le contexte, par exemple le mix électrique dans lequel on va fabriquer le truc, ce sera différent. Donc il y a tous ces paramètres qui font que c'est difficile en fait d'avoir des réponses tranchées. D'autant que souvent aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, sur les produits il y a quand même une certaine opacité vis-à-vis de comment ils sont fabriqués, où ça, comment, avec quels moyens, quelles substances, etc. Donc c'est difficile de donner une réponse nette, ça c'est sûr. Et le truc qui est intéressant, c'est que cette complexité en fait on la retrouve aussi à l'échelle sociale. C'est-à-dire que chacun dans son contexte personnel aura des usages différents, aura même des influences différentes d'un point de vue social. Donc c'est difficile aussi de ce point de vue-là d'imposer des choses et de dire fais ci ou fais ça quoi. Donc c'est pas du tout la posture qu'on essaie d'avoir. Nous c'est vraiment juste du questionnement et faire en sorte que... le but pour moi c'est un peu exactement ce que je fais sur Instagram. C'est de faire en sorte qu'on s'aiguise collectivement l'esprit critique vis-à-vis de la société dans laquelle on vit, vis-à-vis des marques, des entreprises qui essayent de nous vendre des trucs, et avoir un peu cette démarche de tout questionner quoi. Et le pitch du bouquin, parce que malgré tout, alors comme ça on peut se dire oui c'est presque un manuel, on répond à des questions, mais pas tant, parce qu'il y a une petite histoire où vous essayez de faire en sorte qu'on incarne le personnage principal, et c'est l'histoire d'un week-end, de la période de Noël, on doit retrouver sa famille, etc., on échange. Donc il y a quand même un ton qui est finalement assez léger, même si on aborde des sujets complexes.
Ouais, effectivement. Je pense que c'est important aussi d'avoir un ton léger pour faire passer des messages et de pas donner des coups de massue pour qu'on se retrouve un peu complètement désabusé à la fin du livre. C'est pas le but. En fait, on suit un peu notre cheminement personnel, je pense, dans ce bouquin, de se poser des questions au quotidien sur ce qu'on fait, sur la société dans laquelle on vit. Et c'est un peu ça qu'on a essayé de retranscrire aussi, en nous replaçant effectivement dans des situations qu'on a plus ou moins toutes et tous rencontrées au moins une fois dans sa vie, que ça soit le repas de famille où il y a un VG qui se fait démonter par toute la famille, qui ne comprend pas son nouveau mode de vie et qui va contre la norme sociale, ou à l'ouverture des cadeaux, où on offre des cadeaux qui sont plus ou moins utiles selon les cas, et où on se pose des questions sur mais pourquoi on se force à offrir des trucs inutiles qui servent à rien et dont on n'a pas forcément besoin, et qui génèrent de l'impact, etc. Ou même, à chaque fois c'est un peu des dilemmes, je pense, on doit tous et toutes se poser la question au moins une fois dans sa vie, ou ne serait-ce que les trottinettes. Là c'est un peu en débat aujourd'hui à Paris, est-ce qu'ils vont interdire ou pas les trottinettes. D'ailleurs on peut voter, ouais. Oui, j'ai vu des panneaux publicitaires qui incitent à voter pour décider si oui ou non on maintient les trottinettes. C'est ça. Et d'ailleurs, vous invitez les lectrices et les lecteurs à le faire, puisque dans la première partie du livre, là pour le coup, vous nous aidez à déceler le greenwashing, à repérer un peu plus facilement lorsqu'on fait nos courses. Est-ce que tu veux partager 2-3 petits conseils que vous donnez? J'ai pas du tout envie qu'on dévoile tout le bouquin, parce que l'idée c'est quand même que les gens le lisent, soit qu'ils l'empruntent à la Bibli, soit qu'ils l'achètent ou qu'ils l'empruntent à leurs amis sans problème, mais voilà, l'idée c'est qu'ils le lisent, mais voilà, vous nous aidez quand même à y voir un peu plus clair. Et comment est-ce qu'on s'y prend quand on est un peu paumé et qu'on ne sait pas, en fait, on a l'impression que tout est green, tout est engagé, et puis on rentre chez soi et on se dit mince, en fait, je me suis fait avoir. Ouais. Le premier truc, c'est de se questionner, hein. Effectivement. Après, les mécaniques qui sont employées par les départements marketing pour faire du greenwashing, c'est souvent un peu les mêmes, que ça soit des labels un peu factices qui reposent sur des référentiels déterminés uniquement par les marques, donc avec des critères qui les arrangent bien, plutôt que des labels publics comme l'écolabel européen ou d'autres, ou même de labels privés qui ont quand même des référentiels solides, en EcoCert ou d'autres trucs. Donc déjà c'est déceler un peu ces mécaniques-là. Après il y a aussi questionner tous les termes qui sont employés par les marques, des termes qui sont un peu flous, où on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Typiquement une marque qui va vendre un matériau comme écologique, écologique ça veut rien dire. Éco-responsable, pareil, qu'est-ce que ça veut dire éco-responsable? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est quoi la définition d'éco-responsable? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réduire concrètement l'impact environnemental du produit? Et ça c'est encore ceux qui sont faciles à déceler. Après il y en a certains qui ont des définitions mais qui demandent un peu plus de recherche. Typiquement quand on va dire un matériau est biodégradable donc c'est bon pour l'environnement, non en fait, la biodégradabilité c'est une propriété intrinsèque de la matière, à aucun moment c'est la définition d'un bénéfice environnemental. Donc ça c'est un peu un abus de la part des marques d'utiliser ce terme là pour vendre le caractère écologique d'un produit. Et puis biodégradable c'est différent de compostable aussi, donc il faut faire la différence entre les deux. C'est pas parce qu'un produit est biodégradable qu'on peut le mettre au compost dans son jardin et tout ça. Donc parfois c'est biodégradable mais dans des conditions industrielles, donc il y a un peu toutes ces dimensions à avoir en tête quand on est face à ce genre de discours. Et des termes flous comme ça il y en a plein. Après il faut les avoir en tête. Il y a biodégradable, naturel, on peut en citer pléthore. Il y en a plein effectivement, et les marques, tu le disais, mais dépensent quand même beaucoup d'argent dans ces pôles marketing. Trop. Et donc c'est pas pour déculpabiliser le consommateur, mais c'est plutôt pour lui faire prendre conscience qu'on est aussi tous victimes de cet engrenage-là et que c'est compliqué de s'en extraire. Vous en parlez beaucoup dans le livre à plusieurs reprises, notamment quand vous évoquez les voyages, le secteur aérien, mais pas que, et de l'importance de prendre conscience qu'on est dans une société hyper consommation. Écrire des nouveaux récits, oui. Pour autant, c'est pas facile. Tout seul, comme ça, c'est un petit peu se battre contre des moulins à vent. Donc, c'est pas évident tout ça. Et vous avez cette volonté, toi et Barnabé, dans le bouquin, d'essayer de nous inviter à prendre conscience de ça,
tout en sachant qu'on reste quand même victime, je sais pas si victime c'est le bon terme, mais c'est presque, moi je le perçois presque comme ça, victime d'un certain engrenage en fait, et ça demande quand même une certaine disponibilité mentale aussi que d'avoir le temps de se renseigner sur ces sujets-là. Je m'estime extrêmement privilégiée d'avoir le temps de le faire. J'ai bien conscience que c'est pas le cas d'un parent solo qui doit gérer un quotidien, un budget, etc. Donc voilà, comment vous positionnez là-dessus ? C'est clair, on est à la fois victime et bourreau, j'ai envie de dire, de cet engrenage-là. Après, effectivement, on n'a pas tous les mêmes leviers à disposition pour agir, et c'est pour ça que, souvent, que ça soit de la part des politiques ou des entreprises, ils vont axer le message de sorte à ce qu'on ait l'impression que le changement il doit venir juste du consommateur. Alors effectivement, il y a une part de ce changement qui doit venir de nous, de notre manière de consommer, etc. Mais en fait, il y a aussi énormément de leviers à actionner du côté politique, du côté réglementaire, faire passer des lois pour contraindre aussi les entreprises à changer, parce qu'il y a plein de choses en fait qui sortent de notre champ d'action à nous, à notre échelle perso. Typiquement, c'est pas moi qui ai choisi le système de transport qu'il y a dans Paris. C'est pas moi qui choisis s'ils mettent des bus électriques ou des bus thermiques, par exemple. Il y a plein de choses qui sortent de notre contrôle à nous. Après, il faut avoir conscience que... Moi, je trouve ça hyper réducteur, en fait. C'est un peu une réflexion qu'on s'est fait dans le livre, de considérer que les gens, c'est juste des consommateurs ou des consommatrices. Bah non, en fait, on est aussi des citoyens, des citoyennes, on peut voter, on peut manifester, on peut exprimer aussi nos opinions. On peut agir selon notre classe socio-professionnelle aussi par nos investissements. Genre, où est-ce que tu vas mettre de l'argent ? Est-ce que tu vas soutenir plutôt telle entreprise qui essaye de bien faire les choses ou telle autre ? Après ça dépend aussi de notre milieu social et tout. Mais il y a des leviers, il y en a plein, tu vois. Et moi, je trouve ça hyper réducteur de limiter ça juste à mieux consommer, réduire le plastique et s'arrêter à ça, quoi. Non, ça va bien au-delà. Ça, c'est de toute façon ce que vous expliquez dès le départ et tout au fil du bouquin. Je suis bien d'accord avec toi, ça va au-delà. Pour autant, c'est pas évident d'imaginer ces nouveaux récits. Pour plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est toujours difficile de savoir ce qu'on va y gagner versus ce qu'on perd. On a bien conscience de ce qu'on risque de perdre, parce que c'est un peu la vision qu'on a. C'est pas la mienne, mais c'est vraiment la vision qu'on peut avoir de le terme sobriété qui a été très employé, très mal employé très aussi. mal employé, et du coup qui fait presque peur parce que on se dit que ça va être une vie plus triste, une vie plus, je sais pas, plus... De Amish. De Amish, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et tout ça, il faut en fait en avoir conscience aussi pour pouvoir s'en prémunir. Ouais, non, c'est clair, il faut en avoir conscience pour s'en prémunir. Après, oui, effectivement, le terme sobriété, je pense qu'il a été vraiment très très mal utilisé, surtout récemment, depuis que les politiques se sont appropriés le terme. Et d'ailleurs, ça dénote pas mal un peu une dissonance. D'un côté, on va prôner la sobriété, on va nous demander de nous serrer la ceinture, de consommer moins, mais de l'autre côté, on va valoriser une société qui met en avant la croissance à l'infini, quoi. Donc, à quel moment c'est possible d'être sobre, mais dans une société en croissance ? Bien sûr. Donc, on est dans des injonctions contradictoires en permanence, où on nous pousse à consommer plus, mais en même temps, en consommant moins. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est compliqué. Emmanuel Macron, il félicite toutes les entreprises licornes sur LinkedIn sans cesse. Et alors, j'ai rien contre les licornes, c'est pas tellement le problème, mais ça répond quand même à ce modèle d'hypercroissance, toujours plus vite, toujours plus rapide. Et donc, effectivement, comme tu le dis, on est dans cette société un peu à double vitesse face à des entreprises qui ont envie de faire bien, et donc pour faire bien, elles ont envie de faire moins aussi. Ouais. Mais c'est compliqué, en fait, parce que t'es dans une société où quand tu lances un modèle d'affaires qui va pas dans ce sens-là, c'est chaud, en fait, d'émerger sur le marché. Donc, effectivement, il y a plein de choses à réformer dans notre manière de... tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Du fait que il faut avoir une société en croissance, et du coup, les entreprises doivent suivre et machin. Donc, c'est un récit collectif. Alors après, je suis conscient de la difficulté que ça représente, même nous, en tant que citoyens et consommateurs, etc., de changer les choses. Après, je suis convaincu aussi qu'en nageant à contre-courant, en faisant des efforts, quelque part, on instaure un peu un nouveau modèle, et peut-être on peut le diffuser aussi dans nos cercles proches, au moins mettre les sujets sur la table. Et ça, je pense qu'il ne faut pas négliger ce facteur-là, en tout cas. Que ça soit des cas simples, tu vois, mais ne serait-ce que le végétarisme. C'est quelque chose d'assez drôle, je trouve, parce qu'il y a tellement une prise culturelle là-dessus qui fait que c'est considéré comme la normalité de manger de la viande.
Quand quelqu'un a un comportement un peu différent, tout de suite on va le mettre un peu à l'écart, on va lui poser des questions, mais si cette personne persiste, peut-être qu'elle va réussir à faire germer une graine dans la tête d'une autre, et au final, quand on est 3 ou 4 végétariens autour de la table, là c'est un peu plus agréable de discuter du sujet. Donc faut pas négliger ce facteur-là, de se dire que forcément, s'il faut changer tout ce système qui est hyper néfaste, à la fois pour notre santé, à la fois pour l'environnement, et à la fois d'un point de vue social aussi, ça va demander effectivement beaucoup d'efforts. Mais j'ai enregistré un épisode récemment avec Stanislas Thuré, le navigateur, qui a dit qu'il allait arrêter la course au large pour des raisons écologiques. Ouais. Et il a une casquette de cinéaste auparavant. Et il expliquait justement à quel point ce serait pertinent et intéressant qu'en fait, même dans un film ou dans les publicités, on arrête de nous montrer que un bon moment en famille, c'est une famille... de préférence hétérosexuelle, c'était quand même majoritairement, c'était pas tellement le propos, mais je peux pas m'empêcher de le dire, qui partagent une bonne pièce de viande sur la table, et là on a un dimanche en famille réussi, tu vois, et c'est encore aujourd'hui l'imaginaire qu'on véhicule. Ouais, c'est clair. En vrai, on peut le citer carrément, parce que cet idéal de société, ça dénote, ça inclut aussi plein de composantes, et notamment ce truc de cette société patriarcale hétéronormée. Donc c'est quelque chose qui ressort. Ou même, là on prend l'exemple de la viande, pour les voitures c'est pareil. Il y a ce côté un peu masculin. On va déjà présenter surtout des SUV. En tout cas aujourd'hui, la majorité des véhicules vendus, en tout cas la moitié, c'est des gros SUV. Qui est représenté dans les pubs en général? C'est un mec blanc derrière le volant, où la femme est considérée limite comme une partie du produit qui va pouvoir conquérir avec son gros véhicule, tu vois. Donc il y a tous ces trucs à combattre, je trouve, aujourd'hui. Et la publicité, c'est formidable, parce que ça dénote très bien la société dans laquelle on vit, je trouve. Et les normes, en gros, qu'on essaye de nous inculquer et de nous mettre dans la tête sur ce que c'est une vie rêvée, et un peu l'idéal de bonheur qu'on doit tous atteindre. Parce qu'au final... Et la dissonance cognitive, quelque part, puisque tu as des publicités pour des produits très gras, et puis juste après, ne mangez pas trop gras, mangez 5 fruits et légumes par jour, ou alors l'importance des petits gestes, et puis derrière, une pub pour Ryanair ou Air France. Exactement, ouais, ça on est dans les injonctions contradictoires en permanence. C'est pour ça que ça rend fou en fait, et ça dénote aussi les limites du système, et du fait que cette société, elle peut pas perdurer, parce qu'on peut pas à la fois prôner ces choses-là, et en même temps leur contraire. Non, on l'a vu aussi récemment avec le Covid, c'était assez drôle de voir qu'on nous disait allez travailler, mais restez chez vous. c'est quand même incroyable ça. Et ça, on le retrouve un peu partout. Tu vois, et là, on sait que, on est sur une planète qui est finie, avec des ressources qui sont finies. Quoi qu'il arrive, il va falloir consommer moins à un moment donné. Surtout chez nous, en fait. Surtout dans les pays occidentaux où, au final, on a une empreinte qui est 10 fois supérieure à la moitié de la planète, quoi. Donc... c'est des questions qu'il faut se poser, et en même temps, du coup, ça demande d'interroger ce système-là. Donc, je trouve que ça, c'est un peu des symptômes du fait que le système, il s'essouffle. Un peu l'arrivée de ces injonctions contradictoires où on comprend plus rien, en fait. On se dit, on nous dit tout et son contraire, donc qu'est-ce qu'on fait, au final? Donc là, à un moment donné, il va falloir se poser des questions, à la fois d'un point de vue individuel et collectif, tu vois. On est peut-être à un point de rupture, ou en tout cas, on s'en approche. Je sais pas. Peut-être. J'espère. Dans le bon sens du terme, en tout cas. Dans le bon sens du terme, évidemment. D'ailleurs, dans la Convention citoyenne pour le climat, il me semble qu'une des propositions pour la publicité, parce que là on parle de la pub, c'était d'indiquer sur les produits, est-ce que vous avez vraiment besoin, je ne sais plus quelle était la formulation exacte, mais c'était ça, est-ce que vous avez vraiment besoin de réaliser cet achat, est-ce que c'est nécessaire? Et rien que ça, en fait, ça te met en garde, et du coup, ça peut aussi limiter ces pulsions d'achat qu'on a tous, je pense, de temps en temps. Ouais, non, c'est clair. Ça, c'était une super mesure. Et typiquement, c'est là aussi, tu vois, pour reboucler avec le côté analyse environnementale, ce que je fais au quotidien. Quand tu analyses l'impact environnemental d'un produit, en fait, tu n'étudies pas le produit en tant que tel, tu étudies la fonction qu'il remplit, le service qu'il rend à l'utilisateur ou l'utilisatrice. Et du coup, tu te demandes à chaque fois, en fait, le produit, à quoi il sert, quelle fonction il remplit, tu vois. Et par exemple, une voiture pour transporter des gens, etc. Par exemple, une voiture pour transporter des gens, effectivement, tu vas transporter un bonhomme ou une personne sur X kilomètres. Et donc, comment tu peux remplir cette fonction? Et ça va te permettre de comparer de différents systèmes produits. Te dire que pour transporter une personne sur 10 km, tu peux utiliser
un dromadaire, une trottinette, un vélo ou un demi-SUV, tu vois. Et ça te permet un peu de faire des comparaisons en termes d'impact environnemental. Mais du coup, ça te permet aussi de t'interroger sur, en fait, c'est quoi l'essence fonctionnelle du produit ? Qu'est-ce qu'il rend comme service vraiment à l'utilisateur ? Et ça t'ouvre une porte pour te poser des questions qui sortent totalement du champ de l'ingénierie environnementale, où tu vas te poser plus des questions genre sociologiques, des questions de design, des questions limite philosophiques, tu vois. Et le cas des SUV, des voitures, c'est hyper intéressant parce que pour transporter une personne, potentiellement, t'as pas besoin d'un aussi gros véhicule, tu vois. D'autant que la majorité des déplacements aujourd'hui en France, c'est pour faire le trajet vélo. Voilà la petite révélateur. Pour faire le trajet maison-boulot. Du coup, le côté avoir un véhicule qui pèse 2 tonnes, là, ça sort complètement de la logique purement de déplacer une personne, tu vois. Là, t'as des logiques plus de marqueur social, qui sortent un peu du côté purement fonctionnel du produit. Et je pense que c'est ces choses-là qu'il faut interroger. Parce que là, le SUV, en fait, c'est un truc, c'est purement un indicateur de richesse, où on va mettre en avant ces produits-là pour des personnes qui veulent être valorisées dans la société, entre guillemets, dans laquelle on vit. Et ça, c'est une porte ouverte pour se poser toutes ces questions-là. Et je pense qu'il faut se les poser, en fait, aujourd'hui. Je sais plus quels sont les chiffres, mais j'avais lu un article qui expliquait que les voitures étaient de plus en plus grosses et c'était assez hallucinant. Elles sont, je sais plus combien de fois plus grosses. Si je retrouve, je le mettrai dans la barre de description parce que vraiment en le lisant, tu te dis mais c'est complètement débile en fait. On n'a pas besoin d'autant d'espace dans notre véhicule. On n'a pas besoin d'un véhicule toujours plus gros. On transporte pas forcément plus de choses. Non, c'est clair. Surtout que, alors je sais plus exactement, mais c'est effectivement le poids des véhicules depuis les années 90, il a presque doublé. Tu vois. C'est hallucinant. Et effectivement, en termes de transport, on passe toujours la même quantité de temps dans les transports pour aller au boulot. On a toujours une personne derrière le volant. Donc en fait, ça répond à aucune logique rationnelle, le fait de faire des véhicules plus lourds. Alors après, tu as le côté aussi électrification. Donc forcément, quand on passe sur un véhicule électrique, on est un peu plus lourd en général, en tout cas à catégorie équivalente. Dont vous parlez un peu dans le bouquin d'ailleurs. Ouais, on aborde un peu le sujet voiture électrique, voiture diesel. Et effectivement, typiquement, la voiture électrique, c'est quelque chose qui a un sens dans certains contextes, mais se servir de ce prétexte-là pour faire des véhicules toujours plus lourds, en fait, c'est pas une bonne solution, ça. Ça va nous mener droit dans le mur et il y aura plein de problématiques qui vont se présenter à la fois de disponibilité des ressources, que ça soit des quantités de cuivre qu'il va falloir extraire pour électrifier les véhicules, que ça soit tous les métaux qui vont rentrer dans leur composition et les impacts qui sont générés en amont par la fabrication. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc faire des véhicules plus lourds sans aucune logique rationnelle derrière, autre que juste faire un véhicule plus gros qui permet de se sentir plus viril en société, parce qu'effectivement il y a ce côté un peu masculiniste aussi, je crois, dans l'acquisition des SUV. En fait, non, mauvaise idée. C'est pas ça la solution. Faut repenser la manière de transporter les gens, en fait, et questionner le pourquoi. Pourquoi on va d'un point A à un point B, pourquoi on est obligé d'aller travailler dans la ville d'à côté. Et là, t'as des logiques sociales après derrière, de stratification aussi des îles, du fait que tu as des gens qui habitent en banlieue, qui travaillent dans le centre, qui sont obligés de prendre leur voiture parce qu'ils n'ont pas accès à des transports en commun, à l'inverse des gens qui habitent dans le centre parce qu'ils peuvent se payer des beaux apparts dans le centre de Paris, mais en même temps l'industrie et les grandes entreprises sont en banlieue, donc eux pareil, ils vont prendre leur voiture pour aller en banlieue le matin et tu as ce balai incessant de véhicules qui se croisent alors que quand tu réfléchis, pourquoi les gens habitent pas proches de leur boulot. Donc, et là, tu sors quand même de la logique purement individuelle. Tu as vraiment des mécanismes collectifs à activer, et des questions politiques, au final. Tout à fait. On y revient à chaque fois. J'ai allumé la télévision il n'y a pas longtemps, pour la première fois de l'année. Oula, ouais, même de ces dernières années. J'ai regardé la télé et j'ai surtout regardé les pubs. À la télé. Le meilleur moment. Voilà, juste par curiosité. Eh bien, je ne pense qu'ils ne t'ont pas écouté, parce qu'il y a beaucoup de publicité pour les SUV. Il n'y a même que ça, en fait. Ouais. C'est une pub pour un SUV, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Donc, parfum, lessive, SUV. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. J'en ai déduit que déjà l'industrie automobile avait beaucoup d'argent et pouvait communiquer, mais surtout qu'on n'était pas du tout dans cette ère de repenser les véhicules et essayer de choisir un véhicule plus petit qui réponde tout autant à nos besoins, quoi. Non, c'est clair.
Et en plus, t'as le côté zéro émission aussi qu'ils mettent en avant assez souvent, qui est complètement faux. Ça, ils se focalisent que sur la phase d'usage du véhicule. Alors c'est pratique quand on habite en France et qu'on a un mixé électrique qui est relativement décarboné. Mais même encore, il est assez décarboné, mais il n'est pas non plus zéro émission. Mais en plus, ils occultent totalement ce qui se passe avant l'utilisation du véhicule, avant qu'on aille l'acheter au concessionnaire. Donc toutes les émissions qui sont liées à la fabrication du véhicule et ce qui se passe en fin de vie aussi. Ça. De toute façon, l'expression neutre en carbone, c'est impossible, c'est ce que vous expliquez dans le bouquin. Dès lors qu'il y a eu fabrication de quelque chose, un produit, il y a forcément un impact quel qu'il soit. Ouais, la neutralité, ça a du sens à l'échelle du globe, du système Terre, donc de manière relative aux émissions de gaz à effet de serre qu'on va émettre. Par contre, à l'échelle d'une entreprise, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, ça n'a aucun sens, en vrai. Parce qu'il y a plein de biais là-dessus, notamment, généralement, quand ils vont faire des claims de neutralité, il y a une logique calculatoire derrière, donc c'est pas un truc comme ça où ils vont mesurer exactement leurs émissions en sortie d'usine. Mais il y a plein de limites à ce truc-là. Déjà, c'est le côté responsabilité. Donc typiquement, quand une entreprise, je prends un exemple au hasard, mais Netflix va se proclamer neutre en carbone, elle va considérer uniquement les activités de tournage des films, donc les productions de Netflix. Sauf que Netflix, à un moment donné, c'est une plateforme de streaming. Donc ils se proclament neutres en carbone, mais ils occultent leur principale activité qui est de faire du streaming. Donc l'impact qui est lié à leur plateforme, l'impact qui est lié au data center, l'impact qui est lié à tous les flux vidéo qu'ils génèrent sur les réseaux, ça ils le prennent pas en compte. Alors qu'au final, sans ça, il n'y a pas de Netflix. Donc ça devrait rentrer dans la balance. Donc il y a ce risque de diffusion de la responsabilité d'une entreprise sur l'autre quand ils vont faire leur claim de neutralité, qui est un peu bancal. Et puis il y a toutes les mécaniques après où ils vont dire on a compensé, on a planté des arbres, donc c'est bon, on peut voler gaiement de Paris à New York en jet privé. En fait, non. Parce que là, il y a un autre problème, c'est la temporalité. Quand tu émets 2 tonnes de CO2 équivalent en faisant un Paris-New York en avion, mais que derrière tu plantes des arbres, c'est cool, mais combien de temps il va falloir pour que les arbres captent 2 tonnes de CO2 ? Probablement pas le temps d'un vol Paris-New York qui fait 4 ou 5 heures, quoi. Et le truc, c'est que dans le même temps, on va refaire d'autres vols Paris-New York, donc on va encore rajouter du CO2 dans l'atmosphère. Donc ça, c'est une fausse bonne idée. D'autant que le climat change, potentiellement les pans de forêt qu'on a plantés, ils seront exposés à des aléas climatiques. Le jour où il y a un incendie qui dévaste ta pépinière, fini. Le CO2 que tu as accumulé, il est relâché dans l'atmosphère et le bilan est pas ouf, quoi. Donc c'est pas forcément la meilleure des idées, quoi, la neutralité carbone à l'échelle d'une entreprise. Oui, c'est même plutôt une mauvaise idée. Ouais. Merci beaucoup, Pierre. C'était super intéressant de discuter avec toi. J'espère que ça aura donné envie aux auditeurs et aux auditrices de lire votre bouquin, qui est franchement passionnant et très facile à lire. Enfin, ça se lit très rapidement. D'ailleurs, je sais pas combien de pages, mais il est pas si gros. Il est pas très long, ouais. Ça fait 200 pages, donc voilà, ça se lit super rapidement. Et je pense que c'est un livre qu'on peut mettre entre toutes les mains de personnes, peu importe le niveau de conscience ou voilà, les connaissances qu'elles ont, parce qu'on apprend quand même plein de choses. Cool. Donc voilà. Et il y a beaucoup de graphiques aussi. Et oui, il y en a beaucoup, c'est vrai, on l'a pas dit. Il y a beaucoup de graphiques, il y a beaucoup d'illustrations aussi. Enfin, c'est très imagé et très aéré du coup. Donc. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut aussi, parmi les 14 sujets abordés, aller piocher ce qui nous parle à ce moment-là, même si tout est très intéressant, et faire aussi en fonction des questions qu'on se pose à ce moment-là ou en prévision du futur repas de famille avec le fameux notre oncle passionné de voiture et notre cousine jet-setteuse qui parcourt le globe. Merci beaucoup, Pierre. Bravo à tous les deux et puis à bientôt. Merci à toi, Jeanne. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Avec Pierre, nous n'avons pas trop abordé les 14 dilemmes du quotidien, non seulement parce que j'ai envie que vous lisiez son livre, mais aussi tout simplement parce que nous nous sommes laissés embarquer par la conversation. Pour remporter l'ouvrage de Pierre et Barnabé, il vous suffit de remplir le premier lien dans la barre de description de cet épisode. Vous aurez peut-être la chance de remporter son livre le mois prochain. Je vous souhaite bonne chance.
J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer à ce concours et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.